Salut tout le monde, c'est Philippe Némé-Nombré. Je suis en entrevue pour la chaîne à gauche. Ta définition de la gauche. C'est une grosse question. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Bon, moi, j'ai tendance à me référer à l'histoire, donc évidemment à la question d'hémicycle, pour donner des paramètres très généraux, mais je pense que cette définition-là aussi, elle évolue dans le temps. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut considérer comme la gauche, ou en tout cas une gauche à laquelle moi je vais m'identifier, elle est non seulement anticapitaliste, mais aussi féministe, queer, antiraciste et par-dessus tout, ce qui n'a pas toujours été le cas, ce qui n'a pas toujours été de mise ou mis de l'avant, c'est la question de l'environnement. Je pense qu'il doit y avoir une radicalité euh, au sujet ou sur les questions de l'environnement pour être nécessairement considéré, de ma perspective en tous les cas, à gauche. Après, je pense que l'environnement, c'est un sujet sur lequel on pourra peut-être revenir, mais la gauche n'en a pas malheureusement le monopole. Mais je pense que pour penser la gauche, il faut que toutes ces choses-là se recoupent. Moi, c'est comme ça que je l'envisage. Donc, c'est pas seulement, comme les marxistes des années 70 l'envisageaient, une question de classe, en disant finalement aux féministes que c'était une lutte sous-jacente et ainsi de suite. C'est pas non plus une question de classe et de féminisme en disant aujourd'hui, dans le contexte contemporain, que les questions de race sont sous-jacentes. C'est toutes ces choses-là envisagées dans leur interdépendance. Et pour moi, de manière très simple, je dirais que c'est toute pensée, action politique, donc théorisation et praxis qui tend vers l'abolition de toute forme d'oppression, de domination et d'exploitation. Selon ta définition, y a-t-il cette gauche au Québec? Moi, je pense que oui, puis on a tort de ne pas l'avoir. On a tort de penser que la place qu'elle a dans l'espace public est correspondante à sa vitalité et à sa vitalité non seulement historique, mais contemporaine aussi. C'est-à-dire que, bon, on peut y aller de manière très simple, et puis là, je parle des multiples tendances de gauche. Il y a évidemment ce qui est très visible dans l'espace public, c'est-à-dire Québec solidaire, mais déjà, il faut comprendre que Québec solidaire vient des luttes populaires, vient du mouvement social, et en périphérie de ça, on pourrait dire à la gauche de Québec solidaire, il y a tout un pan de ce qu'on pourrait appeler la gauche et l'extrême gauche au Québec qui, bon, se trouve que ce soit dans la convergence des luttes anticapitalistes, que ce soit bon, dans l'opposition de COBP, l'opposition à la police, que ce soit dans divers groupes qui sont, eux, plus, et qui travaillent plus dans les actions de type environnemental, qu'on pense à, bon, des groupes abolitionnistes. Bon, j'ai mentionné la police, mais de la prison aussi. Je pense qu'il y a une multiplicité des gauches qui, à mon sens, est quand même en dialogue. Bon, c'est sûr que c'est pas un moment où c'est facile. Je pense que les assauts du capitalisme néolibéral, notamment, sont assez importants, ce qui fait en sorte que les gauches peuvent avoir tendance à trouver certains terrains d'entente, certains dialogues plus difficiles. Mais je pense que la gauche est très vive au Québec. On a tendance à négliger et on a tendance aussi, et ça, je pense que c'est très grave, à évacuer complètement l'histoire militante du Québec, l'histoire d'une gauche non seulement, évidemment, social-démocrate, mais d'une gauche radicale, d'une gauche qu'on considère à l'extrême. Ça, on n'en parle pas. Et je pense que la raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est qu'il y a une sorte de capture, si on veut, du regard vers le passé contemporain qui est fait par des nationalistes conservateurs qui ont tout intérêt finalement à évacuer ces questions-là, à penser le Québec à l'extérieur des luttes radicales qui ont été menées et qui, paradoxalement, ont permis les avancées qu'on a vues dans la société québécoise, que ce soit au niveau, bon, à une certaine époque, l'affirmation nationale faisait tout à fait partie de cette gauche radicale. Bon, je pense qu'il y avait plusieurs tendances à ça, mais du côté socialiste du spectre, il y avait une grande vitalité. Du côté des luttes féministes, du côté finalement des solidarités internationalistes, il y a une immense histoire de la gauche au Québec, syndicaliste, tout ça mis ensemble. Et le but présentement, peut-être pas le but, mais la stratégie du regard
sur le passé qui est porté par les gens qui veulent eux-mêmes se définir comme les porteurs de cette histoire-là, c'est précisément d'évacuer toute la radicalité du Québec. Mais pour répondre très simplement à la question, il y a une gauche contemporaine qui est vitale, qui connaît certaines difficultés certainement, et il y a une gauche historique qui est absolument importante et dans laquelle je pense que si on regarde, on peut aller trouver des promesses suspendues, inachevées, dans lesquelles puiser et avec lesquelles travailler encore aujourd'hui, certainement. Quelle est la stratégie à adopter pour la gauche afin de revenir en force? Moi, je suis convaincu que la gauche doit assumer sa radicalité. Je pense que essayer de jouer le jeu de la respectabilité, bon, premièrement, si ça avait à être tenté, on se rendrait rapidement compte que c'est pas la première fois que ça a été tenté, que c'est pas une réussite, que ça ne le sera pas. Mais plus précisément, je pense qu'un des défis stratégiques, donc politiques, et ça, je le reprends à un intellectuel californien qui s'appelle Dylan Rodriguez, c'est de mesurer finalement comment les personnalités, les groupes, voire les partis politiques qui se revendiquent du progressisme, finalement, jouent un rôle de pacification, counter-insurgency. Comment, finalement, la participation à la joute politique, la participation, disons, respectable au débat public et à l'espace public, est en soi une manière, finalement, de contenir et de confiner à la marge les perspectives transformatrices, abolitionnistes, radicales. Et ça, je pense que c'est une des choses avec lesquelles il faut absolument composer et dont on doit se rendre compte de toute urgence. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, qu'un parti au pouvoir qui partage plusieurs sensibilités nous dirige dans une bonne direction. Je pense que ce n'est pas tout à fait faux tout le temps. Je pense qu'on peut faire certains gains. On peut, dans l'immédiat, améliorer en tant soit peu les conditions de vie. Ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Mais je pense que sur un parcours plus long, un temps plus long, il faut aussi mesurer l'impact que ces progressistes qui ont accès à l'espace public ont une respectabilité, l'impact que ces postures-là, que les personnes, les groupes qui défendent ces postures-là ont sur la possibilité de transformation radicale. Je pense qu'il y a toute une réflexion stratégique qui est menée, mais qui doit encore plus être menée à ce sujet-là, à savoir comment finalement, et c'est certainement déchirant de le voir sous cet angle-là, mais comment finalement insister sur la distance, par exemple, entre des chroniqueurs de la presse avec qui on va partager certains positionnements ponctuels et la radicalité qui prévoit une transformation totale de la société, qui prévoit, si on veut, une destruction pour créer autre chose. Y a-t-il un manque de formation sur les luttes antiracistes chez la gauche québécoise? Alors, sur cette question-là, moi, il y a deux choses que je voudrais répondre. La première, c'est que très certainement, bon, je pense que, et puis c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là en rentrant beaucoup dans les détails parce qu'il y a plusieurs camarades que je considère, que je vois faire énormément de travail pour s'informer sur ces enjeux-là qui vont dans les bonnes directions, autant que moi j'en fais pour ce qui est des enjeux féministes. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait, mais je pense qu'il y a quand même un socle qui est tributaire finalement de la formation même de la gauche au Québec et finalement de son éclosion autour des années 60, autour des années 70, qui est très liée nécessairement à l'identité canadienne-française devenue québécoise et qui, pour cette raison, a beaucoup lié, et pas nécessairement à tort tout le temps, mais a beaucoup lié socialisme et nationalisme. Pour moi, ça, c'est une des clés qui permettent d'expliquer certaines réticences peut-être à penser non seulement le sujet révolutionnaire, mais aussi plus généralement le sujet de la gauche comme étant un sujet pluriel, comme étant un sujet qui n'est pas nécessairement blanc, homme et de classe prolétaire, comme on l'a souvent vu et entendu. Je pense qu'il y a quelque chose qui relève de ça, c'est-à-dire que le récit qui est mobilisé présentement par la droite identitaire,
Mais je pense on se trompe si on pense qu'il n'a pas été, dans une certaine mesure, aussi intégré par plusieurs tendances à gauche. C'est-à-dire cette idée, finalement, du Québécois, et je dis du, c'est pas anodin, le Québécois et non la Québécoise, qui est un porteur d'eau, qui finalement est exploité, dominé, qui sont des choses par ailleurs qui ne sont pas tout à fait fausses, loin de là. Mais je pense que c'est un récit qui aujourd'hui colle à la droite, avec raison, mais que si on ne le voit pas non plus dans sa manière de s'immiscer à gauche, on se trompe à quelque part. Et je le dis pas, disons, avec, comment dire, avec rancœur, je le dis de manière, dans une perspective plus d'observation, de description. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes dans cette gauche-là qui seraient prêtes à dire, comme moi, que ça fait partie des angles morts pour une raison qui est claire, historique, donc politique, donc théorique. Donc, la manière de penser l'émancipation, elle s'est faite de cette façon-là. Donc, je pense que c'est très vrai qu'il y a un problème euh, qui est, à certains égards, on est en train de défaire. Je pense qu'on va, à ce niveau-là, dans une bonne direction à plusieurs égards. Mais je pense qu'il y a effectivement un socle qui est difficile à oublier à quelque part. Et puis, je ne pense pas qu'il faudrait l'oublier complètement. Je pense qu'il faudrait finalement revenir, et ça, c'est entre autres mon combat, revenir à l'esprit finalement de la tradition radicale québécoise qui donne, à mon avis, ces clés-là pour penser un sujet révolutionnaire pluriel. Je pense qu'on a des clés. Dans la tradition québécoise elle-même, c'est présent. Je pense que c'est les interprétations qui en ont été faites et puis c'est à nous, finalement, de rediriger ces interprétations-là si on parle très spécifiquement de la gauche québécoise. Et qu'en est-il de la représentativité des racisés au sein des mouvements de gauche? À mon avis, quand on parle de représentativité, quand on parle de représentation, pour moi, c'est un piège assez important. C'est-à-dire que, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de représentation, pas de représentativité. Je suis prêt à concevoir qu'il y a plusieurs bienfaits à ça. Pour moi, par contre, c'est généralement converti comme l'objectif politique. Alors que l'objectif politique, pour moi, ne passe pas du tout par la représentativité. C'est-à-dire que même, on l'a vu dans l'histoire récente, des leaders politiques au sein d'organisations qui sont issues de l'establishment, des leaders politiques racisés, ne parviennent pas, peut-être même n'essaient pas, de faire bouger finalement ces structures-là. Donc la représentativité, elle a certainement certains bienfaits, mais je pense que ces bienfaits-là sont mesurables dans une perspective qui est très néolibérale, beaucoup plus que dans une perspective qui est révolutionnaire. Quand on s'intéresse, quand on s'attarde et quand notre intention, c'est de changer structurellement, fondamentalement cette société. C'est-à-dire que, pour moi, l'objectif, pour donner cette image-là, c'est pas qu'il y ait plus de personnes racisées sur les CA des grandes entreprises, c'est qu'il y ait plus de CA de grandes entreprises. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là que moi, j'appréhende aussi la question de la représentativité. On va donc toujours préférer un prolétaire blanc qu'un bourgeois racisé? Absolument. À plusieurs égards, oui. Je pense que c'est tout à fait, c'est ça. On ne peut pas penser la voie de salut par exemple, le capitalisme noir ou, par exemple, le capitalisme rainbow, comme on dit. On ne peut pas non plus penser le greenwashing comme une manière d'aller vers une transition écologique. Toutes ces choses-là, finalement, font partie. Puis je ne pense pas que, par exemple, chez les camarades des formations politiques plus à gauche, je ne pense pas que c'est consciemment comme ça que ça procède, mais je pense que l'effet est celui d'une neutralisation néolibérale de ce qu'on a appelé la diversité, l'équité, l'inclusion. Et pour moi, ça, c'est finalement un complexe quasi-industriel qu'il faut combattre. La représentativité ne mène pas à des changements structurels profonds, ceux qu'on attend, ceux que la gauche prévoit, et ceux qui vont faire finalement qu'on va tendre vers non seulement plus de liberté, mais plus d'égalité. Qu'en est-il de la discrimination positive? Dans l'absolu, je ne suis pas tout à fait... non, pas dans l'absolu. Dans l'immédiat, je ne suis pas contre tout à fait ces politiques-là et, disons, leur intention chez les personnes qui les mettent en application. Je ne pense pas que c'est là qu'il faut concentrer les efforts. Cependant, je crois que c'est... d'abord, il faut
Le milieu que moi je connais, c'est le milieu universitaire. Il faut comprendre que cette perspective-là, cette volonté-là de mise en place des politiques d'équité, diversité et inclusion, elle vient tout droit ou si on veut, de l'adaptation des grandes entreprises aux changements législatifs qui ont eu lieu dans les années 60. Ou alors on dit, bon, il faut travailler vers plus d'équité en emploi, vers l'intégration, si on veut, des populations racisées, noires, autochtones, et ainsi de suite. Et la manière que la grande entreprise a eu de répondre de cette nouvelle législation, c'est avec des politiques d'équité, diversité et inclusion qui non seulement leur permettent de ne pas contrevenir à la loi, mais aussi de produire une valeur en respectant la loi. C'est-à-dire que les minorités, qu'elles soient raciales, qu'elles soient sexuelles et ainsi de suite, deviennent, ou on a réussi à les transformer finalement en mécanismes, en outils de production de valeur. C'est-à-dire que ça devient une manière, par exemple, de faire du marketing, de faire des relations publiques, de se positionner par rapport à la concurrence et ainsi de suite. Et donc, si on garde ça en tête, de savoir que ces stratégies-là qui viennent de l'entreprise privée sont celles qui aujourd'hui sont mises en place dans les universités et dans les autres institutions publiques, je pense qu'on a quand même plusieurs outils pour comprendre non seulement les faits, mais aussi finalement l'intention à l'origine de ces politiques-là. C'est-à-dire que le but, finalement, c'est un statu quo à l'intérieur duquel on va saupoudrer un peu de diversité, tant et aussi longtemps que cette diversité-là ne change pas structurellement la forme. Et quand on parle d'inclusion, ça ramène très clairement, ce qui ne change pas, c'est qui inclut. Certainement. C'est-à-dire que si la structure demeure intacte, et c'est précisément ce qu'on essaie de faire avec ces politiques-là, si la structure demeure intacte, alors on s'éloigne pratiquement de notre but parce qu'on donne des outils, en tous les cas discursifs, au capital pour dire « nous faisons les bonnes choses, nous allons dans la bonne direction ». Donc, je ne m'oppose pas à ces politiques-là dans la mesure où, très fondamentalement, très concrètement, je pense que tout le monde devrait avoir accès à un emploi et présentement, il y a des limites dans l'accès à l'emploi pour certains groupes dans la société. Ça, pour moi, c'est clair et je ne veux pas du tout nier ça, ni négliger ça, mais sur l'esprit, la philosophie qui vient derrière, ces démarches-là, ces pratiques-là, ces politiques-là, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, il faut comprendre qu'elles participent finalement du développement des stratégies capitalistes dans le contexte dans lequel elles n'ont plus la latitude, elles n'ont plus la liberté finalement d'être ouvertement racistes, d'être ouvertement sexistes, d'être ouvertement transphobes, anti-queer. Donc, c'est comme ça que je conçois la tension dans laquelle nous met les politiques d'équité, diversité, inclusion. On doit avoir une méfiance. On doit également considérer que dans l'immédiat, ça permet à certaines personnes d'avoir un boulot. Et je pense, c'est la dernière chose que je dirais à ce sujet-là, que les espaces, par exemple, les bureaux qui sont maintenant dédiés à ça, par exemple, à l'intérieur de l'université, on va avoir le bureau équité, diversité, inclusion. C'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut défaire. Premièrement, parce que ce sont des travailleurs et travailleuses qui sont et qui ont un emploi grâce à ça. Et ensuite, parce que si on est capable de rediriger finalement les efforts, ça devient des lieux d'organisation sur les lieux de travail. Donc, c'est un peu comme ça que je prends cette question-là. Que penses-tu du chef de la police de Montréal et de la politique policière de la ville? Je pense que l'arrivée de Fadi Daguerre à la tête du SPVM, c'est excellent comme move de communication et comme move de marketing. C'est-à-dire que je pense que c'est probablement la meilleure personne pour redorer l'image du SPVM à la suite des critiques qui ont été formulées dans les 3 dernières années, qui sont formulées depuis des décennies, mais qui ont pris une certaine intensité dans les 3 dernières années. C'est quelqu'un qui est perçu comme, finalement, l'individu idéal pour faire de la police une meilleure police. Donc, dans cette perspective-là, chapeau, ça a été très bien fait. Bravo à eux. Je pense que sur l'échiquier, ils ont bougé la bonne pièce. Après, quand on regarde plus en détail, il y a 2 choses qui apparaissent à mon avis. Premièrement, tout ce que Fadi Daguerre est en train de proposer dans l'esprit, peut-être pas dans la concrétisation fine de la chose, mais dans l'esprit, ce sont des choses qui ont déjà été tentées, critiquées,
prouvé inefficace à travers les décennies. Ça, c'est une chose. Après, ce qui a été prouvé efficace avec ces stratégies-là, c'est qu'elles apaisent l'opinion publique, effectivement, de décennie en décennie. Donc, si on regarde au niveau des effets concrets, matériels de ce qui est proposé par Fatih Daguerre, on n'a aucun autre choix que de voir qu'on réessaye, dans une perspective réformiste évidemment, mais qu'on réessaye des choses qui ont été tentées, qui n'ont pas fonctionné et qui, de manière cyclique, reviennent. C'est l'espèce de, pour le dire assez simplement, c'est le même parcours que quand il y a un meurtre policier, on va parler de formation, on va parler d'inclure plus de diversité dans les rangs, on va parler de, et puis, il y aura un autre meurtre policier, puis le cycle va continuer. Donc, c'est des choses qui sont, à mon avis, très normales dans une perspective réformatrice et que Fatih Daguerre maîtrise très habilement, à mon sens. D'autant plus que c'est peut-être quelqu'un qui se présente très bien dans le public, qui est lui-même issu de communautés racisées, qui, très certainement, et je pense de manière très sincère, joue ou mobilise cette expérience personnelle. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est absolument fantastique pour le SPVM et pour la Ville de Montréal. Par contre, tout ce qui est proposé, a déjà été proposé, a déjà été mis à l'épreuve et on se rend compte que, premièrement, ça ne fonctionne pas, que ça ne règle pas les problèmes qu'on pense que ça devrait régler et que finalement, on est dans une relation cyclique finalement à la violence policière et à la volonté de la police de changer ou de s'améliorer. Et ça amène très certainement directement à la question de est-ce que la police finalement remplit sa mission? Et la réponse, c'est oui. La mission de la police, quoi qu'on en dise dans les médias, quoi que les chroniqueurs sympathiques veulent nous faire croire et veulent se faire croire à eux-mêmes, quoi que le service de relations publiques du SPVM et de tous les corps policiers de la province, du pays et finalement du monde nous disent, la mission de la police, c'est de contenir la marginalité et les groupes et les individus qui peuvent porter atteinte finalement au capital. Et à ce niveau-là, la police remplit sa mission. Ce que Fatih Daguerre est en train de faire, c'est de lui donner un vernis de respectabilité tout en remplissant cette mission-là de manière tout aussi efficace et tout aussi violente et tout aussi destructrice pour les populations les plus marginalisées. Et qu'en est-il de la politique de la Ville de Montréal? Est-elle vraiment de gauche? L'élection de Valérie Plante, la première, a été vraiment vécue et anticipée comme un pas en avant pour la gauche au Québec et à plus forte raison pour la gauche montréalaise. Je pense que, sans rentrer dans les détails, et pas pour dire non plus que c'est mauvais en soi, mais on se rend compte très clairement que c'est une gauche de la ligne orange, c'est-à-dire que les populations qui sont marginalisées dans la ville, qui sont excentrées, qui sont donc pas issues ni de la bourgeoisie culturelle ni de la bourgeoisie économique, ne bénéficient pas finalement de l'entrée fracassante de la gauche au pouvoir à Montréal. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est très clair, à mon avis. La droite nous dit que les colons québécois ont eu des bonnes relations avec les Autochtones. Qu'en est-il vraiment? Alors, si on reprend un peu plus loin, disons avec l'idée même, la pratique même de la colonisation d'occupation. Essentiellement, on retrouve deux dynamiques. La première, elle est négative, destructrice, et la seconde, elle est positive ou structurante, si on veut. La première, c'est-à-dire défaire, détruire les sociétés, les populations qui sont au lieu où on veut s'établir nous-mêmes, et dans un second temps, donc, la dimension structurante, c'est-à-dire de construire par-dessus cette destruction-là. À ce niveau-là, ça a été assez similaire à peu près partout dans les Amériques, en Australie, bref, dans tous les endroits où on peut parler, à proprement parler de colonialisme, colonisation, d'occupation dans le monde. Donc, ce que les Français font en arrivant ici ressemble à ça, mais avec les moyens de leur prétention. C'est-à-dire que quand on arrive, on a besoin quand même par exemple, entrer en relation avec les populations qui sont ici. On a besoin de
agir, oui, en fonction de la volonté de posséder le territoire, mais aussi en fonction des moyens dont on dispose. Et ça, on le voit de manière très claire quand on regarde, par exemple, les commissions royales qui vont baliser les voyages de Samuel de Champlain qui arrivent ici. On dit, faites-vous amis, faites-vous alliés, faites-vous solidaires de telle et telle population que vous allez rencontrer. Et puis, et ça, c'est ce qui est souvent retenu de l'histoire plus nationaliste. Mais la deuxième partie, c'est toujours jusqu'à ce que ces personnes n'obtempèrent pas et ne fassent pas ce que vous voulez qu'elles fassent. Dans ce cas-là, menez-leur la guerre, prenez tous les moyens nécessaires pour leur faire ce que vous voulez, parce que le but, finalement, c'est pas d'entrer en solidarité, en relation, c'est la possession du territoire. Donc, si la proximité permet la possession du territoire, allons-y. Si elle ne le permet pas, détruisons-les. Donc, il y a ça qui se produit dès le début, mais vraiment, dans les premières années, c'est plus difficile pour les Français d'avoir, dans le fond, ils n'ont pas les moyens de leurs prétentions. On le voit même quand ils s'adressent à d'autres empires, on le voit dans la cartographie, la Nouvelle-France posséderait finalement presque l'entièreté du continent nord-américain, mais dans les faits, dans la matérialité de la chose, c'est faux, c'est des prétentions, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas ce qui se passe concrètement sur le terrain. Quand les Anglais arrivent, évidemment, ça va déplacer finalement les dynamiques, ça va déplacer le centre aussi de décision par rapport aux politiques coloniales, par rapport aux politiques génocidaires, mais ce qu'on a tendance à voir, ce qu'on a tendance à dire et à répéter, c'est que ça commence à ce moment-là, au moment de la conquête britannique, et qu'avant ça, il y avait une relation harmonieuse. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que c'est une superposition des rapports coloniaux qui advient à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que les Français ont la même intention d'élimination, n'ont peut-être pas les moyens de leur prétention autant, mais quand les Anglais arrivent, ils ne viennent pas remplacer les Français là-dedans, ils viennent se superposer à eux, puis on le voit même clairement dans la texture de tout ça, c'est-à-dire que les élites coloniales françaises vont évidemment se faire amis avec les élites coloniales anglaises, il va y avoir un partage de savoirs coloniaux, il va y avoir même dans le traité, finalement, la possibilité, le droit pour les Français de garder leurs esclaves. Donc, quand on essaie de le cadrer comme quelque chose de les Français contre les Britanniques, on perd beaucoup de texture, beaucoup de substance, parce qu'en fait, c'est une question d'élite et de collaboration entre les élites. Donc, il y a ça qui se produit. Et puis, ce qu'on entend aujourd'hui dans le discours nationaliste, dans l'histoire, dans la lecture nationaliste de l'histoire, c'est que, donc, les Français, au départ, étaient dans une proximité harmonieuse, et ensuite, les Anglais sont arrivés et ont opprimé, exterminé autant les peuples autochtones que les Français. Mais je veux revenir une seconde à cette idée de la proximité avec les premiers peuples. Bon, oui, au niveau politique, les alliances avec les peuples, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, et c'est encore une fois la stratégie politique, de mettre en place ou favoriser les rencontres entre les femmes autochtones et les hommes français. On a, et là-dessus, c'est très documenté, il y a des requêtes qui vont être adressées au Saint-Siège pour que ça soit permis. Il y a un roi qui va proposer même des compensations aux familles autochtones qui acceptent que leurs femmes se marient avec des Français. Donc, c'est une stratégie qui est très organisée. Aujourd'hui, ce qu'on dit, finalement, c'est qu'on transforme de manière fantasmatique cette politique coloniale genrée comme le récit d'une proximité quasiment romantique entre les femmes autochtones et les hommes français à cette époque-là. Et bon, évidemment, ça ne va pas se maintenir tel quel à travers les époques. Il y a même des moments, comme le dit par exemple Pierrot Ross-Tremblay autour de la conquête, où le but, ce ne sera pas du tout la proximité, mais vraiment de se distinguer des populations autochtones dans le rapport qu'on entretient avec les Britanniques et ainsi de suite. Mais à partir du moment où, dans les dernières décennies, on commence plutôt à parler de reconnaissance, de réconciliation et ainsi de suite, bien, ça va vraiment refaire surface, cette espèce de proximité fantasmatique. Ça va devenir un argument pour dire, ici, nous n'avons pas été comme les Britanniques, nous n'avons pas fait ça. En fait, depuis le début, nous avons été dans une relation harmonieuse, un peu plus, puis on nous dirait que l'interculturalisme québécois a commencé dès le début. Et donc, il y a comme une relecture, finalement,
de toute finalement, cette stratégie coloniale genrée qui est aujourd'hui cadrée non seulement comme une réciprocité romantique entre les hommes français et les femmes autochtones, mais qui devient la base à partir de laquelle l'histoire nationaliste peut dire « ce n'est pas nous, ce sont eux qui l'ont fait ». Donc, pour moi, mobiliser cet argument-là aujourd'hui, d'une part, c'est une méconnaissance assez impressionnante de l'histoire et des documents qui sont là pour en témoigner, et d'autre part, ben, ça sert surtout à non seulement sentir ou se décharger finalement de ce poids historique, mais d'autre part, et ça, c'est là-dessus que je voudrais terminer parce que c'est quelque chose qu'on évoque un peu moins souvent, de présumer ou de prétendre à une proximité comme celle-là, ça mène à quoi? Ça rapproche d'une possession légitime du territoire. Nous sommes Autochtones depuis 400 ans. Nous avons du sang autochtone parce qu'il y avait cette réciprocité romantique, machin. Donc, ça permet vraiment, d'une part, de s'extraire de la violence commise et d'autre part, de considérer le territoire que nous possédons, que nous voulons posséder, comme notre possession légitime, finalement. Donc, pour moi, c'est une stratégie discursive qui a énormément d'effets politiques dévastateurs. Et ça, c'est sans compter ce que ça fait au niveau des communautés elles-mêmes, des populations autochtones, dans, finalement, leur rapport à la filiation, dans une défense constante qu'elles doivent faire du rapport non pas basé sur l'ADN, mais sur les relations, finalement, sur la communauté. Donc, au-delà même de ce que ça fait à l'intérieur des communautés, l'effet, à mon sens, désiré de ça, c'est de prétendre à une extériorité de la violence perpétrée et une possession légitime du territoire. Faut-il éviter le conflit pour éviter la répression? La répression donne la mesure de ce que ce système-là est prêt à faire pour conserver ses avantages, pour protéger le capital, pour protéger les groupes, et ainsi de suite. Et donc, cette répression-là, à mon avis, elle est absolument nécessaire parce qu'elle fait le travail que d'essayer de convaincre en tant que militante est plus difficile à faire. C'est plus difficile de dire « regardez le système capitaliste comme il fait X, Y, Z ». C'est plus difficile ça que d'être convaincu parce que tu as vécu la violence directe et matérielle de ce système-là. C'est déchirant comme posture politique parce que je souhaite à personne ni la répression ni la violence à n'importe quel degré du système capitaliste, mais je pense que l'analyse me mène à ce point-ci. Un mot sur la crise du logement que le Québec vit en ce moment. Il y a plus d'un siècle, Engels écrit « Cette crise du logement », on parlait de crise du logement il y a plus d'un siècle, cette crise du logement, on en discute. Pourquoi? Parce que la petite bourgeoisie, pour la première fois, est atteinte. Donc, c'est ça, en fait. Puis, je pense que dans le contexte québécois, cette phrase, elle résonne beaucoup dans les dernières années, parce que la crise du logement, ça fait 40 ans. Mais ça revient à cette même idée que, bon, ça n'a pas été un travail militant, ça a été un travail du capital, mais ce que ça a fait, c'est mettre en évidence les ruptures. On ne peut pas travailler sans des ruptures claires. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.